première conférence, nous avons souhaité que ce soit Thibaut Collin, philosophe reconnu pour la précision de sa pensée, qui nous cartographie les différentes doctrines qui sous-tendent la place accordée à la famille et mettent éventuellement en lumière les faiblesses, voire compromissions doctrinales qui peuvent entraver les défenseurs sincères de la famille. Thibaut Collin interviendra sur le positionnement réciproque des libéraux et des libertaires. Je vais donc vous parler de la famille et plus précisément comment le thème de la fraternité, de ce cercle, comment le thème de la fraternité, dont le lien avec la famille est assez évident, peut permettre de relever le défi de la logique libérale-libertaire qui se déploie depuis plusieurs décennies sur notre continent et particulièrement en France. Et pour ce faire, il me semble que il faut constater que liberté et égalité sont les principes de notre République française et que sont les termes qui reviennent de très loin, hein, puisqu'ils ont un fondement dans notre culture judéo-chrétienne. Et on a tendance à oublier ce troisième terme qui est le terme fraternité. Alors je voudrais commencer ce propos en lisant un tout petit passage de Jules Michelet, hein, qui a priori n'est pas forcément d'emblée de la tradition, de notre tradition, mais qui, sous bien des rapports, était un authentique patriote, qui en 1846 a écrit un livre qui s'appelle Le Peuple, qui est une méditation magnifique, et dans lequel il dit ceci. « Nos pères n'ont pas compris la fraternité comme cette vague sympathie qui fait accepter, aimer tout, qui mêle, abâtardit, confond. Ils crurent que la fraternité n'était pas l'aveugle mélange des existences et des caractères, mais bien l'union des cœurs. Ils gardèrent pour eux, pour la France, l'originalité du dévouement, du sacrifice, que personne ne lui disputa. Seule, elle arrosa de son sang cet arbre qu'elle plantait. » Alors Michelet, que Peggy aimait particulièrement, met en pleine lumière, donc 2 années avant la Révolution de 1848, qui va consacrer la fraternité comme troisième terme de la devise républicaine, met en évidence la nécessité de penser la liberté et l'égalité, j'allais dire, à partir de ce point de vue qu'est la fraternité, pour justement répondre et peut-être bloquer cette logique libérale-libertaire. Et évidemment, qui dit fraternité, dit famille, puisque la famille est le creuset de la fraternité. C'est dans la famille d'abord que l'on apprend à vivre cette fraternité, c'est-à-dire à vivre avec des personnes qu'on n'a pas choisies, parce que par définition, ses frères et sœurs, on ne les a pas choisis, et que la famille représente pour cela un des moments essentiels, pas le seul, puisqu'on peut bien sûr parler de la fraternité au sens plus large, mais c'est en retrouvant cet enracinement de l'expérience de la fraternité et du terme, du principe de fraternité dans la logique familiale que, me semble-t-il, on pourra retrouver une saine articulation de la liberté et de l'égalité qui, comme le disait Chesterton, sous un autre rapport, sont peut-être devenues un peu folles aujourd'hui. Alors, je voudrais développer mon propos en 2 points. D'abord, y a-t-il une unité du libéralisme ? Puisque mon propos parle sur le libéral libertaire, on a tendance à justement aujourd'hui d'associer les deux, mais c'est une association qui est finalement récente, et je pense que c'est très important de saisir l'unité profonde, malgré la divergence de ces manifestations, d'un certain libéralisme. Et puis, rapidement, je développerai dans un 2e point la famille comme creuset de la fraternité nationale. Et d'où l'importance, évidemment, de promouvoir une politique familiale qui permette de revivifier le sentiment patriotique et ce sens de la fraternité. Alors, le libéralisme, comme vous savez, est un mot valise, hein, qui peut désigner toutes sortes de choses. On peut distinguer au moins 3 manifestations du libéralisme. Le libéralisme politique, qui commence à se déployer à partir du XVIIe siècle, le libéralisme économique,
et le libéralisme culturel, ou comme on dit aujourd'hui, ce terme qui est assez problématique, de sociétal. Il me semble, et je ne suis pas bien sûr le seul à le penser, qu'il faut revenir à l'origine du libéralisme pour en saisir la profonde unité malgré la diversité de ses manifestations. Il faut toujours revenir à l'origine du libéralisme au XVIIe siècle. Finalement, le libéralisme a été pensé par des philosophes, notamment anglo-saxons, Hobbes et Locke, pour résoudre un problème majeur qui était le problème de la guerre civile qui prenait une dimension religieuse, c'était les guerres de religion. Et la solution de Hobbes, elle consiste, et en fait elle est devenue peu à peu le grand principe de l'organisation des sociétés dites libérales, qui devient une sorte de standard de modernité. La solution consiste en une neutralisation politique de la question du bien et de la vérité. C'est-à-dire que, on va dire, l'État n'est pas compétent en matière religieuse. L'État, la puissance publique, ne peut pas régler la question du salut. Et justement, les gens s'entretuent relativement à cette question du bien ultime et du salut. Et donc, il s'agit de neutraliser ces questions. Et donc, comme le dit Pierre Manant, finalement, Hobbes invente cette solution, un pouvoir sans opinion et une opinion sans pouvoir. C'est-à-dire que l'opinion peut se déployer dans l'espace public, mais elle n'a plus un pouvoir coercitif. Et l'autre phase de cette même réalité, c'est que le pouvoir politique n'a pas d'opinion dans un sens précis, c'est-à-dire n'est pas là pour imposer une doctrine de salut et une doctrine religieuse. Or, cette dynamique, évidemment, cette solution, on pourrait dire, au problème politique, au problème religieux, cette solution politique au problème religieux, s'articule avec, bien sûr, la doctrine du contractualisme, c'est-à-dire cette compréhension que la société, alors c'est une fiction, que la société est issue d'un contrat qui justement est là pour éviter la guerre civile. La guerre civile, bien sûr, elle est symbolisée par Hobbes, par Locke et ensuite par Rousseau, comme ce qu'ils appellent cet état de nature, cet état de guerre de tous contre tous. Et donc, ici on pourrait dire, l'élément central de la politique, du libéralisme politique. La société est une association d'individus qui passent un contrat, une convention, pour éviter de se faire la guerre. Et quel est le motif principal de cette association ? Il est simple, survivre. Donc l'intérêt premier pour lequel les individus vivent les uns avec les autres et suscitent la puissance publique est un intérêt personnel. Donc ça, c'est, on pourrait dire, le logiciel fondamental de la société individualiste dans laquelle nous vivons, qui est fondée sur le contractualisme, c'est que les individus cherchent leur intérêt, cherchent leur intérêt primordial qui est donc la survie, et c'est pour cela qu'ils vont passer un contrat les uns avec les autres, et que ce contrat va assurer la coexistence de ces individus qui, dès lors, peuvent mutuellement se reconnaître des droits. Et évidemment, c'est cette logique des droits individuels qui va être consacrée par les différentes déclarations, notamment en 1789 par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, ce premier libéralisme, qu'on pourrait appeler un libéralisme politique, vous voyez, d'une certaine manière, suscite le libéralisme économique, qui naît à peu près à la même époque, au début du XVIIIe siècle, dont la théorisation se développe au XVIIIe siècle en France et en Angleterre et en Écosse. Et la logique de la liberté, du libéralisme économique va consister, là aussi, à essayer de résoudre ce problème du mal, ce problème de la guerre, de l'affrontement, avec cette idée, fort connue, pour aller vite, cette idée de la main invisible, telle que Adam Smith le formule, qui est finalement une sorte de compréhension que le marché s'autorégule, c'est-à-dire que chacun, en poursuivant son intérêt bien compris, en calculant son intérêt, de même que tout à l'heure, c'est en cherchant sa survie que finalement
on passe un contrat et qui crée la société politique. Là, c'est chacun en cherchant son intérêt, son intérêt au niveau économique, que chacun va bénéficier finalement de ce désir et de cet intérêt, et que tout cela va contribuer au bien de tous. Donc dans cette logique, évidemment, comme le dit Mandeville, chacun en poursuivant son égoïsme contribue au bien de tous. Et justement, le phénomène de la main invisible est une sorte de sécularisation de la providence divine. Ce n'est pas la providence divine qui est chargée de l'harmonie et de l'accord des individus. Il y a beaucoup mieux que la providence divine qui manifestement a mal fonctionné au XVIIe siècle et au XVIe siècle. Il y a justement cette main invisible du marché. Alors, on voit bien ici que ce libéralisme économique et ce libéralisme politique s'articulent. On peut bien sûr les distinguer, mais les deux s'appellent mutuellement. Alors, il ne faut jamais oublier que cette logique économique qui va mettre sur un piédestal la logique du marché, qui est omniprésente dans nos sociétés, les marchés ont décidé que, etc., vient directement d'une compréhension finalement récente. Karl Polanyi a très bien montré que dans la grande transformation, que le champ économique était pendant des millénaires encastré dans la vie sociale, dans la vie culturelle, dans la vie religieuse. Et c'est très récemment que le champ économique devient autonome et est compris comme pouvant se déployer sans aucune coopération de la vertu, de la solidarité et sans aucune bienveillance réciproque. Il suffit que chacun poursuive son intérêt, de même qu'il suffise que chacun cherche à assurer ses droits. Donc on voit bien ici que le miracle, entre guillemets, naturel du marché n'est pas du tout en fait naturel. Il est le fruit d'une construction, d'une théorisation qui s'est progressivement d'abord installée conceptuellement, puis ensuite qui est passée dans le champ politique. Pensons par exemple à la loi Le Chapelier en 1791 qui a supprimé toutes les corporations, tous les corps de métier qui, comme vous savez, a rendu possible finalement l'exploitation des individus qui n'avaient plus aucun moyen de se défendre contre le patronat et qui a été une des causes bien sûr non seulement de la misère ouvrière au XIXe siècle, mais bien sûr de la réaction socialiste à ce scandale. Donc là on voit bien que cette logique libérale contient une unité. Alors le libéralisme culturel, troisième étage, on pourrait dire, de cette logique qu'on appelle aujourd'hui libéral-libertaire, cette logique culturelle, elle est en fait l'extension du principe de neutralisation politique de religieux dont je parlais tout à l'heure. Puisque finalement, progressivement, va se dire, puisque les individus ont des droits, ils peuvent revendiquer leurs droits, ils peuvent revendiquer leur identité culturelle. Le thème de l'identité est un terme finalement très récent et comme le disait M. Collard, très, très postmoderne, dans le sens où la modernité, la première modernité promouvait l'universalité et justement l'intégration dans le collectif. Et cette logique de l'identité culturelle, elle se déploie pour quelle raison ? Parce que, en fait, l'État va se dire, moi, non seulement je suis neutre quant aux questions religieuses, mais de plus en plus, je me dois d'être neutre quant aux questions éthiques et culturelles. Donc, la neutralisation éthique de l'État, la neutralisation culturelle de l'État, qui est bien plus récente, évidemment, que les processus que je viens d'indiquer, est en fait une radicalisation des principes du XVIIe et du XVIIIe siècle appliqués à un autre domaine. Et donc, évidemment, pendant un certain temps, cette logique libérale a comme été court-circuitée ou tempérée plutôt par quoi ? Par la puissance de la tradition, des mœurs, de l'héritage. Pensons à la réponse de Jules Ferry au Sénat quand le duc de Broglie lui dit « Mais qu'est-ce que vous allez enseigner à nos enfants ? Quelle est cette morale que vous nous prétendez enseigner ?» Et la fameuse réponse de Jules Ferry « La bonne vieille morale de nos pères ».
Et Jules Ferry, qui était de formation positiviste, avait justement cette conscience qu'il y avait une sorte d'inertie des mœurs, il y avait une inertie de la tradition, et que donc, tout libéral qu'il était, il s'agissait de s'appuyer sur cette dynamique. À partir du moment où l'État, d'une certaine manière, lié à toutes sortes d'événements, bien sûr la décolonisation, les guerres, etc. À partir du moment où l'État, la puissance publique, considère que elle ne doit plus intervenir, c'est-à-dire non seulement elle n'est plus compétente en matière religieuse, mais elle n'est plus non plus compétente en matière culturelle et en éthique, et en matière éthique, cette neutralité éthique et culturelle va évidemment donner ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire une démultiplication des revendications, avec cette idée que l'État n'a pas à intervenir dans la vie des personnes. Et donc, on assiste à ce que l'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire une atomisation, une fragmentation de plus en plus du corps social, qui suscite, bien sûr, une inquiétude, et il me semble que les différentes lois des dernières années, ou celles qui sont dans les tiroirs de certains, épousent profondément cette logique. Alors, Michel Foucault, un grand penseur qui permet d'articuler cette logique libérale-libertaire, disait il ne s'agit pas simplement de libérer l'homme, programme de l'émancipation libérale, il s'agit aussi de se libérer de l'homme. Et quand il disait se libérer de l'homme, se libérer de l'individu, c'est qu'il considérait que la figure de l'être humain est en fait encore façonnée par une culture dominante, par une matrice de discipline, de savoir, de pouvoir, et que donc, dans une logique critique, et proprement anarchiste, Michel Foucault était un libéral, libertaire, anarchiste et assumé comme tel, il s'agissait donc d'aller le plus loin possible dans la déconstruction pour justement aboutir à une sorte d'émiettement dans lequel l'individu peut laisser se déployer différents possibles dans l'ordre de la créativité. Donc on voit bien ici que cette logique libérale, elle est très complexe. Là, je l'ai brossée de manière beaucoup trop rapide, il faudrait prendre beaucoup plus de temps, mais elle a une logique de fond, elle a un mouvement de fond, et il me semble que, je viens rapidement à ma deuxième et ma partie conclusive, rassurez-vous, ce thème de la fraternité me semble, comme je disais en introduction, attirer notre attention sur l'importance des enjeux qui tournent autour de la famille. Parce que si finalement la famille est aujourd'hui à la fois, comme vous savez, une réalité qui est plébiscitée par nos compatriotes, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est profondément fragilisée et d'une certaine manière, elle a été comme émiettée par cette logique très profonde de l'individualisme dont il ne faut pas oublier la responsabilité finalement de l'État, qui finalement dans une logique d'assistance des individus en souffrance a engendré finalement une rupture des solidarités qui pouvaient exister notamment à l'intérieur des familles et entre les générations. Alors, ce principe de la fraternité, il permet donc d'ouvrir cette compréhension de la famille comme articulation de la différence des sexes et de la différence des générations, puisque la fraternité implique évidemment de se recevoir mutuellement comme étant membres d'une même génération, mais comme ayant une source commune, cette source commune étant les mêmes parents. Donc c'est au sein de cette fraternité qu'on peut arriver à se recevoir mutuellement sans que l'on se soit choisi, et en même temps d'apprendre, avec toute parfois la dureté, la difficulté de la vie familiale, l'apprentissage des relations entre frères et sœurs,
que l'on peut progressivement apprendre à se soutenir, à s'entraider et à acquérir un sens profond de la solidarité. De telle manière que la famille est, on pourrait dire, le foyer du social, foyer à la fois comme on dit en peinture, hein, le foyer dans une peinture, c'est ce à partir duquel s'ouvre, le point à partir duquel s'ouvre la perspective. Donc, investir sur la famille, réfléchir et travailler à une politique familiale digne de ce nom, c'est évidemment ouvrir une perspective essentielle pour les décennies à venir, mais c'est aussi bien sûr le foyer, une source de chaleur et de lumière, d'où le plébiscite que nos compatriotes font à la famille, qui est, comme on dit, hein, entre guillemets, une valeur refuge, mais comme vous savez, la famille n'est pas une valeur, c'est une réalité qui peut être cabossée, qui peut être vulnérable, mais qui profondément est ce premier lieu dans lequel nous expérimentons le sens de la solidarité, le sens de la fraternité. Je vous remercie. Je trouve qu'il manque une dimension historique dans ce que tu as dit. C'est l'origine du mot fraternité. Sauf erreur de ma part, en latin, frater, ça vise la fraternité universelle, puisque pour préciser le lien de famille, on utilisait germain, qui vient du mot graine. Donc le concept moderne de fraternité qui ramène le lien finalement à un rapprochement entre humains, on dirait aujourd'hui le bien vivre ensemble, hein, n'a rien à voir avec le concept d'origine. Ce qui est intéressant quand même, et que je veux dire avant de lancer le débat, c'est que, et je ne le dis pas pour en faire une captation d'héritage, hein, pas du tout, mais je crois que c'est vrai, c'est que sans le christianisme, on n'aurait pas eu le concept de fraternité, puisque le premier à parler de frère, c'est le Christ dans les évangiles. Et c'est quand même lui qui a dit, et c'est au fondement de la notion de fraternité, aimez-vous les uns les autres. Après, le concept a été repris, la période révolutionnaire l'a utilisé, en allant jusqu'à dire la fraternité ou la mort. Ce qui est quand même le comble du paradoxe. Bon, mais c'est intéressant du point de vue de l'utilisation du langage, parce qu'on voit les ambiguïtés qu'il peut y avoir à l'intérieur même d'une aspiration à la fraternité. Donc je crois qu'il faut quand même bien préciser que sans l'apport du christianisme, on n'aurait pas ce concept de fraternité qui est devenu un concept révolutionnaire. Et puis, très rapidement pour lancer le débat, je crois qu'il y a deux types de fraternité. Il y a une fraternité artisanale que j'adore, qui est celle qui fait qu'on essaye de s'écouter, de se supporter, de s'aimer, de s'entraider. Et puis il y a une fraternité collective, qui est celle qui passe par la redistribution de l'impôt, et qui est devenue une fraternité abstraite, dans laquelle tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, parce que ça ne coûte rien à tout un chacun, mais ça coûte à tout le monde. Et je crois que le paradoxe d'aujourd'hui, c'est qu'on a complètement renoncé à la fraternité artisanale, qui est celle qui consiste à s'occuper de l'immédiate, pour se réfugier dans la fraternité comptable, en quelque sorte, qui nous donne une vision tout à fait budgétaire de ce que peut être le cœur qui aime. Voilà, le débat est lancé. Justement, il me semble que l'État-providence, une certaine compréhension de l'État-providence a contribué justement à la fois à écraser les familles et à dissoudre les liens constitutifs et à produire de l'individualisation. C'est-à-dire que l'État républicain tel qu'il a été pensé, alors on comprend évidemment qu'il y avait ce désir d'aider, etc. Mais il faut bien comprendre que ça a été fait de telle manière que ça a aussi contribué à peu dissoudre et à individualiser. Et donc, me semble-t-il qu'on peut justement essayer de retrouver une politique familiale qui
loin d'atomiser justement la famille justement en individualisant toujours plus les individus, en les prenant comme des absolus qui sont dépositaires de toutes sortes de droits, retrouver justement et réinsuffler. Et alors ça reste de l'ordre des conditions. Hein. Après, chacun fait ce qu'il peut et est libre, mais de peu à peu retrouver ce sens de la structure familiale et de l'entraide qu'elle peut se déployer. La situation en France ne se retrouve pas nécessairement dans tous les autres pays. Oui, mais ce qui montre qu'il peut y avoir d'autres manières de procéder. Une autre question? Oui, 3, 2, oui. Comment pourrait-on redonner du sens à ce troisième terme de la devise, sachant que actuellement, dans ce qui est transmis aux enfants par l'école, le mot fraternité est très fréquemment remplacé par solidarité, ce qui ne dit quand même pas la même chose. Bah, effectivement, la fraternité, ça implique une source commune. Alors, dans le christianisme, c'est Dieu. Dans la famille, ce sont les parents. La source commune, ça peut être la patrie aussi, hein, la mère patrie, comme on dit. Donc effectivement, ça pose la question du commun, du bien commun et de cette source commune. Donc là, on voit que finalement, réfléchir sur la fraternité, il y a quelque chose de systémique, c'est-à-dire que par ce biais-là, on peut rejoindre les différentes questions. Troisième question. Oui. Oui, l'idée de la fraternité, vous disiez que c'était entre personnes qui ne s'étaient pas choisies. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu débordé justement là-dessus, puisqu'on peut choisir de garder ou non son enfant handicapé. On voit aux États-Unis qu'il y a de plus en plus d'enfants adoptés qu'on rend parce qu'ils ne sont pas conformes. Et c'est, enfin, en tout cas pour certaines personnes très avant-gardistes, c'est presque normalisé comme comportement. Oui, alors là, c'est déjà quand même le lien entre les parents et les enfants. Alors, pas au niveau de la fratrie, mais effectivement, le sens premier de la fraternité, c'est de se recevoir mutuellement sans être choisi. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans une logique beaucoup plus constructiviste où, justement, on considère que le lien n'existe que dans la mesure où il a été le fruit d'un consentement et d'une construction. Ce qui est vrai, évidemment, le mariage est fondé sur un consentement. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que dans l'ordre, ensuite, si on prend la famille comme métonymie finalement, et non pas comme absolu de la fraternité, on voit bien que dans les liens familiaux, il y a des liens qui sont fondés sur le consentement et d'autres sortes de liens qui sont reçus et qui sont vecteurs de développement, avec tout ce que ça peut impliquer évidemment de difficultés.